qui a décidé de tuer Karim Belkacem. Aujourd'hui, je peux confronter les sources, analyser les incohérences et présenter les hypothèses qui ont fait avancer au fil des années cette enquête. Je vais prendre le temps ici pour dérouler ces hypothèses, en tous les cas les plus crédibles, à chacun ensuite de se faire son opinion. Et au centre de cette histoire, il y a un homme, celui qui présidait l'Algérie à ce moment-là, Houari Boumedienne. Première hypothèse, Boumedienne voulait réellement le faire revenir. La deuxième hypothèse, c'était de le faire rentrer pour mieux le neutraliser. Dans ce scénario, Boumedienne ne cherchait pas forcément à le tuer. Il voulait le rendre inoffensif. Troisième hypothèse, les négociations servaient à le renseigner, à l'espionner. Chaque rencontre avec Babassi apprenait quelque chose au régime. Les intentions de Karim, ses conditions, son état d'esprit, les personnes en qui il avait confiance, la situation du MDRA, ses contacts en Europe et en Algérie. Une longue négociation, c'est du temps pour observer un adversaire, tester ses réactions, mesurer sa méfiance. Ça expliquerait pourquoi les pourparlers ont duré des mois. Là encore, restons prudents. Rien ne prouve que Babassi savait qu'un assassinat se préparait. Son rôle connu, c'est celui d'un intermédiaire qui transmet des propositions et des réponses. Rien de plus. Quatrième hypothèse, gagner sa confiance avant de le piéger. Elle suppose que les négociations ont servi à réduire la méfiance de Karim. Et le contexte le rend possible. Karim se savait menacé. Il utilisait de faux papiers, il changeait de pays, il refusait de discuter à Paris. Qu'il jugeait dangereux. Il surveillait ceux qui le surveillaient. Pourtant, après des mois de discussion, il commence à croire qu'un retour est possible. Boumedienne aurait accepté ces conditions. Un accueil officiel est envisagé. Il parle à sa fille d'un retour début 71. Son état d'esprit a changé. Et c'est précisément dans ce climat qu'intervient un homme. Hamid Ait Msbah. Il parle allemand, il a des liens avec les appareils algériens. Il présente à Karim un projet fondé sur l'existence de divisions au sein du pouvoir. Karim est attiré à Francfort pour rencontrer des gens censés préparer une évolution politique en Algérie. On lui fait miroiter un coup d'État qui serait imminent contre Boumedienne. La négociation aurait donc préparé le terrain psychologique du piège. Ce n'est pas une preuve. Aucun document connu n'établit que Boumedienne avait lancé les discussions dès 69 avec l'intention de tuer. Il est possible qu'elles aient été sincères au départ, avant qu'une autre décision soit prise. Mais la chronologie entretient le doute. La dernière rencontre avec l'émissaire d'Alger, quelques semaines avant la mort, et l'entrée en scène de Hamid Ait Msbah, qui évoque un coup d'État, pourrait être l'élément déclencheur, non seulement parce que ça prouve que Karim a toujours des ressentiments vis-à-vis de Boumedienne, mais aussi que ses intentions de renverser le pouvoir sont toujours d'actualité. Cinquième hypothèse, le retour était accepté puis saboté de l'intérieur. Cette hypothèse est souvent présentée pour éloigner Boumedienne et le disculper. Ici, ce sont les rivalités internes qui prennent le devant. Selon Farid Alilet, une enquête sur les conditions posées par Karim aurait établi que sa villa, son commerce et ses biens avaient été saisis dans des conditions impliquant Ahmed Draya. Et Draya, à ce moment-là, est un homme puissant. Il dirige la police algérienne. Il a participé à la cour d'Oran qui a condamné Karim à mort. Il connaît les dossiers du MDRA. Le retour de Karim aurait remis plusieurs affaires sur la table. La confiscation de ses biens, l'or disparu, les conditions du procès d'Oran, le sort des militants emprisonnés. Autrement dit,
Un accord entre Boumedienne et Krim pouvait servir Boumedienne tout en menaçant directement d'autres responsables du régime. Alilet, en s'appuyant sur les archives de la police et de la justice allemande et sur des témoignages familiaux, considère Draya comme un possible responsable opérationnel. Mais il distingue bien deux choses. L'organisation matérielle du crime, d'un côté, et la responsabilité politique au sommet de l'État, de l'autre. Même dans ce scénario, une opération pareille ne pouvait pas se faire sans un minimum, la couverture ou le silence du sommet. On peut même imaginer qu'il ait mené plusieurs stratégies en parallèle, négocier le retour tout en laissant les services préparer une autre option. Le retour restait possible si Krim se soumettait. L'élimination devenait envisageable s'il gardait son indépendance. Il y a un homme qui se tient exactement à la charnière de cette affaire. Qasdi Mirbah. D'un côté, il dirige l'appareil qui organise les contacts secrets avec Krim. De l'autre, il affirmera plus tard que l'exécution relevait d'un autre service, échappant directement à son autorité. Lors d'une rencontre avec des étudiants à Ardaya, on l'interroge sur sa responsabilité dans les assassinats politiques commis quand il dirigeait la sécurité militaire. Il répond que des services officiels et parallèles échappaient à son contrôle. Puis il lance une phrase. Il donnera les noms des exécutions des exécuteurs de Krim Belkacem et de Khidr lors de son passage à la télévision. Il ne dit pas « je ne sais rien », il dit qu'il sait, et il parle des exécuteurs, pas de décideurs. La nuance est essentielle. Même en donnant les noms de ceux qui ont tenu l'arme, on n'identifie pas forcément celui qui a donné l'ordre au sommet. Mirbah avait dirigé la sécurité militaire de 62 à 79. Quand on lui reprochait les crimes de cette période, il avait un intérêt évident à se reporter la charge sur la police, la gendarmerie et des structures parallèles. Son témoignage est celui d'un acteur précieux, mais avec une stratégie de défense très visible. Il faut aussi dire ceci. Lors des obsèques nationales de Krim en octobre 84, son fils Ahmed aurait aperçu Qasdi Mirbah parmi les responsables présents. Et il l'aurait désigné en disant « Voici l'assassin de mon père ». Une autre piste revient souvent dans vos commentaires, celle d'une éventuelle implication des services français. Elle peut surprendre, mais elle mérite d'être posée. En 70, Krim voyage souvent en Europe. Les services français le connaissent depuis longtemps. Pendant la guerre, il figurait parmi les hommes les plus recherchés par les renseignements français. Les investigations allemandes s'orientent vers des ressortissants nord-africains, pas vers les services français. Mais il reste une zone d'ombre, et elle est troublante. Son fils, Ahmed Krim, l'explique. À l'époque de Georges Pompidou, son père devait obtenir un visa pour chaque déplacement en France. Jusque-là, ces visas lui étaient accordés. Or, quelques jours avant sa mort, alors qu'il voulait se rendre en France pour rencontrer les hémisphères venus négocier, le consulat français en Suisse lui refuse son visa. Et selon son fils, c'est ce refus qui l'a obligé à accepter une rencontre en Allemagne. Un autre témoin, Mohamed Meiz, ajoute un détail important. Robert Buron, ancien ministre français et négociateur des accords d'Évian, aurait écrit à Pompidou pour lui demander des explications sur ce refus. Cette lettre serait restée sans réponse. Alors, pourquoi ce visa a été refusé à ce moment précis? Plusieurs explications sont possibles. Peut-être une volonté française de ne plus accueillir sur son sol les activités d'un opposant algérien condamné à mort, pour préserver ses relations avec Alger. Peut-être une demande venue directement du pouvoir algérien, Houari Boumedienne. Ou peut-être que les autorités françaises disposaient d'informations inquiétantes et préféraient éloigner cette rencontre de leur territoire. Et le choix de Francfort prend alors ensuite un sens. En France, Krim
avait de vieux contacts, juste parmi les négociateurs déviants. Une disparition aurait immédiatement provoqué des questions. La Suisse était son terrain de confiance. L'Allemagne, elle, offrait aux négociateurs et aux organisateurs un endroit où Krim avait beaucoup moins de repères. Ces éléments reposent sur des témoignages. Ils demandent encore à être confirmés par des archives françaises si ce travail pourrait être mené sérieusement. Il faut regarder maintenant du côté du Maroc. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où vit Krim avec sa famille. Il quitte Rabat le 8 octobre 70, direction Genève, puis Düsseldorf et enfin Francfort. C'est ce trajet que reconstitue l'enquête allemande. Le général Mohamed Oufkir, alors ministre de l'Intérieur et l'homme le plus puissant de l'appareil sécuritaire marocain après Hassan II, aurait informé ses amis d'Alger, entre guillemets, du départ de Krim vers Genève. Plus encore, ces services auraient fourni les faux passeports marocains utilisés ensuite par les membres du commando. Et ce détail n'est pas une supposition. Les archives allemandes le confirment. L'un des tueurs se présente à la réception de l'hôtel intercontinental de Francfort sous une fausse identité et avec un passeport marocain. Les assassins de Krim voyageaient sous couverture marocaine. Le journal Le Monde a consacré quelques lignes à cette enquête et a d'ailleurs regretté que cette connexion marocaine ne soit pas davantage creusée. Et l'histoire ne s'arrête pas à la mort de Krim. Après l'assassinat, sa famille souhaitait l'enterrer au Maroc, là où il vivait. Comme j'ai pu le préciser dans la précédente vidéo, cette demande a été refusée par Hassan II sous la pression de Boumedienne. Et c'est peut-être ici que tout se joue. Pourquoi empêcher le retour du corps au Maroc? Si Krim n'était plus une menace, l'enterrer dans son pays d'exil n'aurait posé aucun problème. Au contraire, garder son corps loin de tout à Francfort permettait d'éviter qu'une tombe ne devienne un lieu de mémoire, un point de rassemblement ou un symbole pour les opposants algériens. Regardez la chronologie. Elle est frappante. Tant que Boumedienne est vivant, pas de retour en Algérie, pas d'enterrement au Maroc, une tombe anonyme en Allemagne. La dépouille n'est rapatriée en Algérie qu'en 84, 6 ans après la mort de Boumedienne. Entre-temps, Chadli Benjedid a engagé une politique de réhabilitation et Krim est officiellement réhabilité au carré des martyrs d'El Alia à Alger. Alors une question vient. Pourquoi a-t-il fallu attendre la mort de Boumedienne pour que Krim puisse enfin retrouver sa terre? Cette chronologie laisse penser une chose. Boumedienne ne voulait pas seulement neutraliser un adversaire, il voulait peut-être effacer durablement sa mémoire et son influence. Alors un homme dont on craint encore la mémoire bien après sa mort, c'est rarement un homme qu'on considère comme définitivement vaincu. Pour comprendre les intentions de Boumedienne, il faut aussi mesurer ce que Krim, lui, représentait. Parce que Krim ne demandait pas simplement à rentrer chez lui. Il exigeait la réhabilitation de sa personne, la restitution de ses biens, l'amnistie de ses militants. Il voulait revenir sans reconnaître la légitimité de sa condamnation. Son projet politique défendait une démocratie, un gouvernement d'union nationale, une autre orientation économique. La presse de l'époque présentait le MDRA comme l'un des mouvements les plus déterminés face à Boumedienne. Et dès 1963, il répondait à Ben Bella. Krim déclarait vouloir défendre l'unité des forces nationales et expliquait qu'il s'adressait à la presse étrangère faute de liberté de la presse en Algérie. Alors, posons la vraie question. Un tel homme pouvait-il rentrer en Algérie et rester silencieux? Pouvait-il vivre sous surveillance, sans activité politique, sans dénoncer ce qu'il considérait comme une confiscation de l'indépendance? Boumedienne pouvait espérer son ralliement, mais il pouvait aussi craindre qu'une fois amnistié, Krim retrouve très vite une audience. Parmi les anciens combattants, les opposants, les anciens du GPRA et tous les déçus du régime. Le problème dépassait donc la personne de Krim.
Son retour pouvait provoquer une recomposition politique. Et cette recomposition, c'est Boumedienne qu'elle menaçait. Alors, quelles étaient les intentions de Boumedienne? Il reste impossible avec les archives accessibles aujourd'hui de reproduire la chaîne exacte de l'or qui a été conduit à cette chambre d'hôtel à Francfort. Mais toutes les traces convergent vers les appareils de l'État algérien. Et Boumedienne dirigeait cet État. Il avait fait condamner Krim à mort. Il connaissait les négociations engagées pour son retour. Il a pu ordonner le crime. Il a pu laisser d'autres le préparer. Il a pu couvrir ceux qui l'ont commis. Chaque hypothèse change la forme de son implication. Aucune ne permet de présenter Boumedienne comme un dirigeant étranger à cette affaire. Krim était condamné à mort par ce régime. Le même régime négociait son retour. Puis il a été assassiné. Au moment précis où ce retour semblait possible. Plus de 50 ans après, l'Algérie n'a toujours pas ouvert ses archives sur cette affaire. Et le silence laisse les hypothèses se multiplier. À vous maintenant de vous faire votre opinion.